Bonjour à tous et je vous souhaite bienvenue à, à ces jours d'action mondiale pour la justice fiscale pour les droits des femmes. Je gère un projet qui a été organisé par le Bureau de Tax Justice en Afrique. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, notez bien qu'il y a l'interprétation simultanée en anglais, en français et en espagnol. C'est mon plaisir d'inviter Maureen Bourou, coordonnatrice de la campagne fiscale en Afrique, de prendre la parole et lancer les journées d'action, les journées mondiales d'action. Bonjour à tous et soyez les bienvenus et d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette réunion pendant ce lancement des 10 jours de campagne mondiale. C'est une initiative de l'Alliance mondiale pour la justice fiscale et Tax Network for Africa, Tax Network Europe et Fact Coalition et notre partenaire, ainsi que les membres du groupe des impôts et de travail. Partout dans le monde, les pays connaissent une crise fiscale et les femmes et les filles connaissent aujourd'hui le plus grand défi au niveau des impôts, ce qui touche leurs revenus et leur temps de travail. Partout dans le monde, il y a beaucoup de travail qui est fait et les femmes font la plupart de ce travail. Euh, si on, il y a plus de 10 milliards de dollars chaque année qui sont perdus et, si les femmes devraient être soutenues à travers des systèmes publics, les femmes jouent un rôle très important dans l'économie mondiale. Par exemple, les travailleurs de santé et dans d'autres systèmes publics. Euh, Pourtant, euh, tout ceci dépend des facteurs mondiaux, surtout en ce qui concerne le financement public. Aujourd'hui, la plupart des femmes, surtout dans le Sud, connaissent beaucoup de, défis et en même temps, le système mondial continue à, à faire perdre beaucoup d'impôts à cause de l'abus de, des impôts euh, d'entreprise. Et il y a également le fait que le coût de, du travail et au niveau des femmes, il y a des inégalités au niveau de l'économie mondiale et l'architecture en général. Aujourd'hui, il y a l'opportunité où les pays sont en train de négocier sur la coopération fiscale internationale. Ce processus devrait s'adresser aux inégalités et mettre en place un système plus égal. Les, il faudrait mettre en place des systèmes qui favorisent la transparence et qui permettent des pays d'investir dans le secteur de la santé, de l'éducation et d'autres services publics. Cette campagne aussi nous permet de célébrer l'anniversaire de justice fiscale pour les droits des femmes dans les régions. On fait tout pour souligner la, les- l'égalité fiscale. Euh, du 2 au 10 mars, les
des partenaires seront mobilisés partout sur le monde pour s'adresser aux priorités clés. D'abord, reconnaître la santé comme un droit, allouer des taxes pour faire avancer la justice de genre et mettre en place un système fiscal public et puis imposer des outils nationaux et arrêter le secret fiscal. Donc, notre message est clair. Il ne peut pas y avoir d'égalité genre sans un bon système fiscal. Les négociations euh, ne sont pas seulement une question des impôts, mais c'est pour réduire l'inégalité et réaliser les droits des femmes. C'est donc un mouvement qui assure les, que les droits des femmes soient au centre. Et à la fin de ce webinaire, je vous parlerai un peu des actions prévues. Et pour le moment, j'ai le plaisir de lancer euh, cette cette campagne. Merci, Grace. Merci, Maureen, pour ces remarques. Je voudrais maintenant passer tout de suite à la première session et nous attendons donc euh, une session euh, interactive. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Notre première intervenante, c'est Monica, qui est sociologue et qui a un diplôme, une licence ou une maîtrise en Véronica. Ma question est en deux parties. Qu'est-ce que cela veut dire de reconnaître le, le soin comme un droit de l'homme et qu'est-ce que cela veut dire pour les gouvernements en pratique? Merci, merci beaucoup, Grace, et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je dirais que nous devons reconnaître euh, nos gains et je voudrais commencer mon intervention en disant qu'en 2021, les- il y avait la coalition des services publics internationaux où le groupe de travail des alliances mondiales, nous avons voulu reconstruire euh, le manifeste et qui a mené à un débat au-delà des 5 heures, le cadre de 5 heures mondiales. Ce cadre devait être pour notre reconstruction de notre manifeste social pour la société. Et nous avons eu une approche politique qui est allée au-delà de l'approche économique et instrumentale à l'époque. Et Donc, cela était nouveau, euh, c'est-à-dire c'était nouveau pour de différentes approches et propositions. La première, nous avons dit, et je voudrais réaffirmer cela, en 2021, nous avons euh, parlé de la reconnaissance du fait que le soin devrait être reconnu comme un droit de l'homme. Deuxièmement, nous avons proposé une autre approche et nous avons dit qu'il fallait redistribuer la santé
et faire en sorte que ça soit parmi les services publics. Nous disions qu'il fallait ramener la nature publique de soins et que cela devait jouer un rôle fondamental de l'État au niveau de financement, de contrôle et de mettre en place des systèmes de soins publics et services. Et dans notre travail, nous avons eu la partie de représentation où nous, en tant que travailleurs des syndicats, euh, nous avons donc bien montré ce qu'il fallait réaliser. Donc, je, je voudrais euh, donc organiser mon intervention autour de cette question parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement un changement de discours. Nous sommes en train de changer la réalité. Euh, parce qu'il faut changer de façon plus concrète et avoir euh, l'opinion du Conseil des droits, Conseil américain des droits, euh, qui a, a proposé qui a proposé ce soin comme un aspect des droits de l'homme. Donc, tout d'abord, cette dimension des droits de l'homme souligne l'obligation politique de l'État. C'est pas seulement du gouvernement, parce que les gouvernements changent, les régimes changent, mais nous parlons de l'État. L'État a l'obligation de garantir le soin en tant que droit de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a le droit aux soins, de prendre soin et de se soigner. Et pour nous, en tant que syndicat, j'ai parlé du fait que le soin devrait être à la base de notre plaidoyer et surtout en ce qui concerne le paiement des travailleurs de santé partout dans le monde. Donc, cette décision du Conseil interaméricain des droits de l'homme a montré au monde que le soin est un droit, que le soin est un droit de l'homme en soi. Ce n'est pas seulement une section d'un autre droit. C'est lié aux autres droits, mais c'est un droit en soi. Et le fait que l'État a l'obligation d'assurer ce droit. Et je voudrais terminer avec ceci, que, que cela ne devrait pas être au centre du soin. Et nous devons donc fournir le soin en tant que responsabilité de la société, mais cette responsabilité est une responsabilité de l'État. Merci, Grace. Merci, merci, Véronica. C'était donc bien, fallait reconnaître l'importance de soi en tant que droit de l'homme. Nous allons maintenant passer à notre deuxième intervenant, qui est Yandura Chipeta, qui est directrice exécutive au Malawi. C'est un euh, Elle a beaucoup d'expérience en développement international et mobilisation de fonds. Elle a travaillé sur des questions comme l'éducation des filles, la protection de l'enfant et l'égalité économique. Donc, comment est-ce que les mesures d'austérité euh,
préviennent l'obligation des gouvernements au niveau de soins. Merci. Pour les gouvernements du Sud, il y a beaucoup de questions, et surtout en ce qui concerne leurs obligations au niveau des soins et sa redistribution. Et surtout quand on dit que c'est leur obligation de fournir ces services, il y a des contraintes. euh, il y a des contraintes au niveau des partenaires internationaux. Et puis, il y a le problème de consolidation de l'économie au niveau physique et la restructuration des dettes qu'ils ont. Donc, beaucoup de pays en Afrique, et je peux vous donner beaucoup d'exemples du Malawi où je suis basée, et le pays où je travaille, beaucoup de pays en Afrique ont des contraintes au niveau des dettes. Ils ont une crise de dette. Et le Malawi en particulier a la dette, le taux de dette est très, très élevé, c'est à 90%, ce qui veut dire que l'espace fiscal est très limité de mettre en place des priorités et financer tous les secteurs et fournir les services qu'il faut. Ceci parce que les politiques de l'MFI ont eu un effet sur les gouvernements et leur capacité à réaliser les droits des femmes et aussi mieux organiser les dépenses au niveau des services publics. Et dans la plupart des pays en Afrique, ce sont le secteur de la santé et le secteur de l'éducation qui ont été touchés. Et donc, nous avons mené une étude au Kenya, en Éthiopie, au Ghana et au Kenya et au Nigeria avec des différents travailleurs du secteur de l'éducation et de la santé pour souligner les expériences par rapport à ces deux services, notamment de l'éducation et de la santé. Et nous avons noté que l'inscription augmente. Dans les 5 dernières années, s'est élevé à 5%. Et pourtant, le nombre des enseignants est resté le même parce qu'il y a des contraintes au niveau du recrutement des enseignants à cause des mesures mises en place par l'MFI. Et donc, les enseignants avaient des, euh, des charges plus importantes et l'augmentation au niveau de l'inscription des élèves a eu un effet sur le processus et la qualité du processus de l'éducation, surtout au Malawi. Nous avons noté une augmentation de 80 pour cent dans le taux euh, enseignants-élèves. Et puis, il y a aussi d'autres questions, surtout au niveau de la situation géographique. Et puis, il y a le fait que les professeurs ne peuvent pas donner l'attention qu'il faut aux élèves. Dans une région, nous avons noté une école où il y avait 200 élèves dans la même classe. Alors, comment est-ce qu'un enseignant peut s'occuper de 200 élèves? Cela nous donne une très bonne image de la qualité de l'éducation. Et cela nous fait poser la question, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'apprentissage? Nous pouvons dire, par exemple, que l'éducation au primaire est gratuite et même l'éducation secondaire, mais là, nous n'avons pas mis en place des mécanismes pour assurer l'apprentissage. Et plus récemment, il y a un rapport de la part du ministère, il y a un mois, qui souligne le fait qu'il n'y a pas apprentissage parce que une évaluation des élèves montre
que les objectifs d'apprentissage n'ont pas été réalisés en anglais, en mathématiques et en langue locale. Donc, beaucoup d'élèves abandonnent l'école parce qu'ils ne sont pas motivés. Les écoles n'ont pas les structures qu'il faut, les mécanismes, et il y a un manque de matériel. C'est la même chose dans le secteur de la santé. Le nombre des travailleurs de la santé est très limité. Euh, comparé à la population. Donc, malgré le fait que le gouvernement dit que ces services sont gratuits, quand vous allez dans des installations de santé, vous prenez toute une journée et puis à la fin de la journée, on vous dit, écoutez, nous n'avons pas ces médicaments, il faut les acheter aux pharmacies. Et ce sont des pharmacies privées. Et là, on parle des gens qui vivent dans la pauvreté et ils ont donc le choix de décider s'il faut maintenant acheter ces médicaments ou bien acheter à manger. Donc, nous voyons des personnes qui meurent euh, parce que il manque l'équipement ou les médicaments dans les hôpitaux. Et donc, nous nous attendons à ce que ces personnes euh, qui sont moins privilégiées devraient avoir la possibilité d'acheter des médicaments dans les pharmacies ou les hôpitaux privés alors qu'ils ne sont pas capables de le faire. Le coût des médicaments continue à augmenter et 50% des travailleurs de santé nous ont dit la même chose. Et donc, le taux d'inflation est déjà très élevé et les gens continuent à payer beaucoup plus pour avoir le soutien dont ils ont besoin. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que les contraintes financières euh, au niveau des services de santé et de l'éducation montrent que les gouvernements ne sont pas capables de fournir ces services publics en tant qu'obligation des droits de l'homme. Et cela parce qu'il y a des contraintes là aussi. Les gouvernements voudraient avoir accès aux finances de la part de l'MFI et essayent en même temps de répondre à ces demandes et ces exigences. Par exemple, gérer les dépenses au niveau du secteur public et fournir aussi des services aux citoyens. Donc, nous avons vu aussi que pour le gouvernement de Malawi, il y a aussi le paiement des intérêts sur la dette, ce qui s'élève à 7%, euh, et ce qui est beaucoup plus important que les ressources allouées au secteur, ce qui veut dire que le gouvernement n'est pas capable de mobiliser les ressources qu'il faut pour financer le secteur de santé et de l'éducation. Merci, merci beaucoup et d'avoir expliqué que les pays africains sont contraints à cause des dettes et que cela a eu un effet sur l'infrastructure, surtout dans le secteur de l'éducation et de la santé. Je vais maintenant euh, introduire Rashma Shakir, qui est coordonnatrice d'un programme d'éradication de pauvreté en Asie. Euh, elle a beaucoup d'expérience au niveau de la justice de genre et elle organise de façon très active des euh, campagnes en Asie du Sud et dans les pays les moins développés. Ma question est celle-ci. Pourquoi les questions en tant que droits fiscaux sont transparence fiscale et pourquoi ces questions sont-elles
crucial pour l'égalité de genre. Merci, merci, Grace, et pour cette question importante. Les systèmes fiscaux ne sont pas des outils techniques seulement, ce sont des choix politiques et économiques qui touchent, qui montrent qui paye et qui bénéficie. Euh, Cela a un impact sur l'égalité de genre. Les femmes et les filles qui sont déjà la majorité euh, euh, connaissent cette lacune. Dans beaucoup de pays en Asie, les femmes font 80% des, des travailleurs non payés, euh, qui est deux fois le nombre des hommes. Leur participation dans les opportunités au niveau de l'éducation, au niveau économique, et donc, en ce qui concerne les règles fiscales, ont un effet sur les systèmes fiscaux dans les différents pays. Euh, et par exemple, là où il y a l'extraction des ressources, et cela touche surtout les pays en voie de développement, en Asie du Sud. Et nous pouvons voir des exemples comme l'Inde et qui perd euh, euh, 10,3 milliards aux dettes. Et puis, il y a au Pakistan, par exemple, où il y a des pertes de 2,5 milliards à cause de ces abus dans le domaine fiscal. Et puis, nous avons aussi euh, entre 2016 et 2021, euh, dans le cas de Sri Lanka et Népal, il y a aussi des pertes significatives au niveau de l'abus fiscal. Et donc, ce sont des sommes significatives qui auraient pu être utilisées pour renforcer les systèmes de santé, de l'éducation, et cela réduit beaucoup les soins dans ces secteurs. Et les efforts du gouvernement essayent de compter sur des impôts, et ce qui prend la plus grande partie des revenus des ménages. C'est une question surtout pour les familles qui sont obligées de dépenser sur les nécessités. Nous pouvons prendre l'exemple de Bangladesh. Le taux est assez faible. L'année dernière, par exemple, euh, nous avons noté que les entreprises ne contribuent pas. Il y a eu une réduction d'espace fiscal, et, et cela a réduit les allocations au niveau des services publics. Et puis, euh, la plupart des entreprises multinationales euh, utilisent des stratégies, par exemple, de déplacer les revenus, euh, et les pays perdent des centaines de milliards de dollars. Et puis, euh,
nous avons un rapport du réseau fiscal qui estime que 490 milliards est perdu chaque année à cause de l'évasion fiscale par les entreprises. Donc, sans la transparence, par exemple, les rapports des pays et puis aussi la documentation et l'assurance d'imposition. Et donc, il faudrait une transparence plus forte et puis l'assurance que les taxes sont payées et cela pourrait donc appuyer les services publics et pourrait aussi renforcer les systèmes sociaux. Donc, pourquoi cela compte pour l'égalité genre et soins? Nous savons que les, euh, nous savons que ces ressources devraient bénéficier aux femmes et aux filles, mais comptent aussi sur les impôts et euh, aussi il faudrait aussi noter que les ménages sont en train de dépenser beaucoup dans les taxes à travers leurs contributions euh, quand les services publics ne reçoivent pas assez de financement. Cela veut dire qu'il y a encore plus de limites au niveau des opportunités dans le secteur de l'éducation, de la santé et même de la participation économique. Donc, la question de mise en œuvre de l'imposition est important aussi. Et cela euh, veut dire que l'État devrait avoir des infrastructures en place pour mieux distribuer les ressources et réduire le taux des travailleurs non payés et améliorer aussi l'égalité genre. Voilà donc les quelques questions. Grace? Merci, Basma, pour avoir souligné la nature des coopérations multinationales et d'autres abus fiscaux et surtout dans les pays de l'Asie. Et je suis d'accord avec vous que la transparence est importante dans la distribution des revenus euh, fiscaux. Je vais donc donner la parole à Yandura et ma question est celle-ci. Comment est-ce que les règles limitent la capacité des pays à financer le soin? Je pense que par rapport conditions, ce que nous devons d'abord nous interroger, c'est sur la conception du système fiscal international. Est-ce que cela a été dans l'intérêt des pays du Sud? Et on peut voir que ce n'est pas le cas. Le système fiscal international opère sous les normes de l'OCDE et il s'agit là des pays riches qui ont la possibilité de prendre une décision au nom des autres pays du monde sur comment les, les impositions seront faites. Donc, à cause de cela, et c'est régressif en nature et colonial aussi, parce que c'est une décision qui a été prise il y a des années, quand les pays du Sud n'étaient même pas indépendants.
ils se trouvaient sous c'était la période de colonialisme et donc n'ont pas eu la possibilité de prendre des décisions. Alors, ces règles ont été mises en place et a beaucoup limité la capacité des pays du Sud de pouvoir euh, euh, assurer des impôts sur les entreprises multinationales. Et cela aussi facilite la création des lacunes, l'évasion fiscale et les flux financiers. Des statistiques montrent que l'Afrique perd des milliards de dollars chaque année en flux, euh, flux financiers illégal. Et donc, je pense que c'est à cause de ça que la discussion en cours sur la convention fiscale est importante euh, et pour que les pays africains puissent avoir leur mot à dire sur l'opération des règles des règles fiscales du monde. Et au-delà de ces règles mondiales, ces règles fiscales mondiales, il y a aussi la question des entreprises multinationales. Il y a des décisions que les pays du Sud devraient pouvoir prendre c'est-à-dire au niveau des services fiscaux qui sont très importants parce qu'ils pourraient mener aux pertes au niveau fiscal. Donc, je pense que le message clé sur l'injustice de ces règles fiscales, c'est que euh, elles, euh, elles préviennent la possibilité pour les pays africains d'imposer aux, aux entreprises multinationales. Donc, les activités de cette semaine devraient souligner cette question et tenir les pays du Nord redevables sur la question des règles qui devraient permettre l'allocation juste pour que les pays du Sud puissent aussi imposer comme il faut et investir dans les structures de soins et les services de genre. Et la convention fiscale de l'ONU devrait donc intégrer la question de l'égalité de genre dans le document parce que nous ne pouvons pas parler des taxes sans dire ce que ça représente pour les droits des femmes. Il y a donc le besoin et la nécessité d'avoir un langage qui touche au genre dans le document. Merci beaucoup, Yendora. C'est quelque chose que nous voulons vraiment, l'intégration des genres dans la Convention fiscale de l'ONU. Véronica, ma question, Véronica, est celle-ci. D'après vous, quels sont les risques quand les systèmes de santé sont privatisés? Merci, Grace. Je pense que tout d'abord, nous devons avoir une approche politique qui pourrait souligner la question que le profit ne devrait jamais entraver les droits et l'approche que l'économie de soins a instrumentalisé la question que
euh, 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 les affaires et les profits se trouvent dans cette dimension. Euh, c'est ce que nous disons euh, quand nous parlons de la question de soin et le soin comme un droit de l'homme. Et c'est que nous avons besoin de droits et pas de profit. Nous avons un investissement public dans ce domaine et que l'investissement ne devrait jamais être dans les affaires privées parce que le secteur privé est en train de dire qu'il voudrait avoir les fonds publics dans leurs affaires pour prévoir le soin que l'État n'est pas capable à fournir à ses citoyens. Donc, les fonds publics devraient être investis dans le secteur public, pas privé. Et donc, c'est vrai que quand, les, quand il y a l'investissement dans le soin, les systèmes de soins, euh, l'accès aux soins devient dépendant sur la capacité à payer. Et cela, donc, est lié à l'universalité, un effet sur l'impact de l'inégalité. Et les familles connaissent cela. Elles n'ont pas la capacité de payer pour les soins. Donc, c'est ça la dimension des, euh, du travail non payé. Donc, c'est la femme qui connaît cela à travers du travail non payé. Donc, je crois que les profits euh, ne devrait pas remplacer le bien-être des communautés et de la société. C'est ça l'approche principale. Voilà pourquoi le rôle fondamental de l'État est de contrôler euh, de contrôler ce soin. Et nous pouvons dire aussi que quand la dimension publique du soin, euh, il y a, et sans travail, il y a aussi la possibilité de rendre, d'affaiblir la façon démocratique de fournir des soins en tant que bien-être social. Donc, l'idée principale est que l'État devrait avoir la possibilité de fournir et de financer les services publics et quand c'est possible, euh, avoir donner la possibilité au secteur privé d'être un acteur aussi, mais c'est le rôle de l'État et il faut aussi voir et mettre les investisseurs dans le secteur public. Merci, Véronica. Oui, je suis d'accord. Le profit ne devrait pas remplacer le bien-être de la société. Rasma, quel serait un cadre fiscal? Quel serait le cadre euh, fiscal en service public? Les centres de soins, le cadre.
fiscale mondiale et nous pouvons voir déjà pourquoi cela est très important euh, dans les réalités, par exemple, dans la région de l'Asie du Sud. Les systèmes ne sont pas seulement pour montrer les revenus que les États pourraient mobiliser, mais aussi qui bénéficient des services publics qui assurent le coût des services et puis aussi la question que le système fiscal et technique est pas reconnu comme un outil de distribution des ressources et aussi d'investissement dans les soins comme un droit public. Donc, ces transformations ne peuvent pas avoir lieu sans l'engagement de la société civile, des mouvements féminins, des organisations communautaires et puis les réseaux communautaires aussi. Euh, il y a le rôle critique au niveau de plaidoyer et aussi tenir le gouvernement et les organes internationaux redevables. Il y a aussi la question de l'éducation publique et aussi euh, le fait de suivre les systèmes fiscaux et puis plaider pour des réformes progressives qui pourraient générer les revenus pour les systèmes de soins publics. Et il y a aussi la question des droits des femmes euh, pour, et puis aussi de motiver les différents réseaux et aussi euh, donc les un cadre, euh, un cadre fiscal féminin, ça pourrait euh, promouvoir des activités économiques euh, là où, par exemple, les entreprises pourraient mettre en place des règles où il y aurait la question du travail de soins et cela aiderait les pays, par exemple, Bangladesh, Pakistan, Inde, d'avoir plus de revenus et leur permettre à investir dans l'infrastructure pour le soutien des familles et de la communauté. La société civile pourrait donc analyser ce qui pourrait rendre plus visible des questions techniques. Donc, à part le fait d'allouer des droits fiscaux et distribuer des, des taxes, ce qui est essentiel. Mais là, on pourrait assurer aussi euh, la, la contribution vers les dépenses publiques et réduire aussi la dépendance sur les impositions régressives qui, euh, qui ont un impact négatif sur les ménagers. Et dans beaucoup de pays, il y a euh, un soutien pour l'engagement au niveau du débat public, ce qui montre un lien avec le système social. Et à part ces changements, une transparence, mécanisme de transparence forte
et l'établissement des rapports au niveau des pays et puis aussi la question d'impliquer la société civile et fournir des informations euh, parce que sans une telle transparence, c'est difficile pour les pays de renforcer des résultats justes et de reconnaître aussi les taxes. Les OSC soulignent ces lacunes à travers des différentes réformes, ce qui rend des systèmes plus visibles et démocratiques. Et donc, l'élément le plus critique, c'est une évaluation de l'évaluation genre des systèmes fiscaux. Et donc, il faut assurer une évaluation au niveau mondial pour montrer son effet sur le travail et la participation au niveau des soins publics. Parce que cette évaluation permet d'assurer que, que comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous demander de finaliser. Donc, pour être beaucoup plus transformative, il y a des systèmes qui seraient enracinés dans les droits de l'homme et puis donner aussi la possibilité de des droits d'allocation, d'imposition à travers des traités multilatéraux, y compris les syndicats, les organisations des femmes, à travers des différentes recommandations pour assurer l'égalité genre. Voilà ce que je voulais partager. Merci, Grace. Merci, Besma. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais demander 15 minutes pour nous permettre de traiter les questions à réponse et puis les panélistes pourraient nous donner leurs euh, remarques de conclusion. J'ai une question pour Véronica. Maintenant que la Cour interaméricaine a reconnu le soin comme un droit de l'homme, comment est-ce que cela va aider l'avancement de ce droit partout dans le monde? Merci pour cette question. Je voudrais inviter nos participants euh, à un autre panel que nous aurons au niveau de la session 70 où nous allons présenter euh, à la commission publique pour répondre à cette question, pour dire, voilà, la Cour interaméricaine a décidé d'inclure le soin dans les droits de l'homme, quelle serait la situation en dehors de l'Amérique latine? Je voudrais vous inviter à ce panel, mais pour répondre à cette question, je pourrais dire qu'en ce moment, nous avons besoin nous devons lutter pour ce droit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Rach a dit. C'est une question pas seulement des gouvernements, c'est une question du mouvement social, du mouvement féminin,
du mouvement des droits de l'homme, des syndicats. Nous devons continuer la lutte. Ce n'est pas seulement une question économique, ce n'est pas une question juridique, c'est aussi une question politique. Et nous devons faire de la pression pour cela. Merci, Véronica. Je pense que je vais demander, poser toutes les questions et puis les panélistes vont donner des réponses et puis partager leurs remarques finales. Ma deuxième question, que pensez-vous que devraient être les étapes suivantes pour l'agenda fiscal pour faire avancer l'engagement au niveau des services publics. Et puis, j'ai aimé le rapport entre les droits fiscaux et le fait que le système compte sur les impôts indirecte. Comment est-ce qu'on peut avancer cette idée dans la Convention fiscale de l'ONU qui offre à mettre en place comment est-ce que la question de soins est traitée dans les pays en situation de conflit. Cela euh, en donnant vos réponses, essayez d'être bref et de nous donner vos remarques finales. Concernant la question sur ce que seraient les étapes à suivre, les étapes suivantes, je vois cette question de trois angles. Il y a d'abord le niveau mondial et il y a déjà ce qui est en cours, c'est-à-dire la, la, la pression pour des droits. Il y a par exemple la Convention fiscale de l'ONU et puis le fait qu'il y a des efforts euh, 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 et Et puis, je pense qu'il y a aussi euh, ce que nous pouvons faire en tant qu'organisation, en tant que le réseau mondial, et c'est de plaider pour une transparence plus importante au niveau au niveau fiscal, et puis mettre la pression sur nos gouvernements pour limiter les flux financiers illicites parce que cela pourrait avoir un impact sur la situation mondiale et aussi pourrait aider à, à- à supprimer euh, l'évitement fiscal. Parce que nous savons qu'il faudrait avoir des preuves de ce qui se passe dans les différents pays et les expériences des différents pays concernant les services publics, la génération des revenus et puis plaider contre les concours fiscaux injustes parce que à la fin, en Afrique, par exemple, tous les pays invitent des investisseurs et essayent de voir ce qui pourrait être des incitations pour les investissements, ce qui met les gouvernements en concours les uns contre les autres parce qu'ils voudraient être le meilleur choix pour les investisseurs qui cherchent des incitations. Donc, voilà ce que nous pouvons voir au niveau mondial. Au niveau national, nous devons pouvoir euh, euh, engager les gouvernements pour la mise en place des politiques
fiscale, quelles sont les faiblesses au niveau de euh, au niveau de ces impositions. Et puis, quelles sont les incitations? Qui a le pouvoir de donner ces incitations? Est-ce que c'est le Parlement euh, qui, euh, qui suit ces processus? Parce que nous devons aussi voir le suivi au niveau de la responsabilité sociale. Donc, voilà comment on pourrait suivre la génération des revenus et puis au niveau de la communauté. Il faut aussi euh, voir comment assurer la compréhension de la part des citoyens. Et puis, il faut que ça soit clair quel est le contrat social entre les citoyens et les gouvernements. Parce que si le gouvernement dit que ces services sont gratuits, il faut que ces services soient gratuits. Les citoyens devraient savoir ce qu'ils peuvent exiger du gouvernement. Merci, Grace, à vous. Merci, Yandura. Vesma? Merci, Grace. Donc, en ce qui concerne cette question, je pense que la, l'allocation euh, des ressources pour les services pourrait réduire cette dépendance parce que il faudrait euh, mettre en place des règles et puis aussi montrer clairement les activités économiques liées à ces taxes parce que cela se voit déjà dans la discussion sur l'article 4 du projet de convention où on parle des activités économiques euh, et aussi euh, ce qui se passe, par exemple, dans les pays en voie de développement. Et puis aussi, il y a le langage qui est utilisé dans la rédaction. Par exemple, là où il y a des affaires où il y a euh, l'abus fiscal, ce qu'on peut faire pour que les pays retiennent les revenus. Et puis la question de renforcement des capacités, euh, et puis la question des systèmes fiscaux directs et euh, si ces impôts pourraient être liés aux activités économiques, cette convention de l'ONU pourrait aider à mettre en place des, euh, des systèmes, par exemple, de mobilisation de revenus pour soutenir les services publics. Merci, Reshma. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais donc vous faire quelques remarques et puis passer la parole à Maureen. Donc, tout en terminant cette session, nous devons dire que le soin est un droit humain. Les discussions d'aujourd'hui ont montré clairement la crise de soins mondiale et puis la base de l'action mondiale montre que le changement est possible si les décideurs et les mouvements
peuvent se réunir pour chercher une solution. Merci Grace, merci nos panélistes pour les remarques et les informations que vous avez partagées. Donc, je vais très rapidement passer à la dernière session. Euh, de notre site, euh, nous avons tous les détails sur la campagne et le programme avec les activités prévues. Nous avons plusieurs activités à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi et puis la semaine prochaine. Veuillez vous engager dans ces activités. Nous avons le lancement le 4 mars, c'est-à-dire vendredi de euh, 14 à 15 heures. Et il y a aussi notre campagne et qui se concentre sur la dimension fiscale de soins. Il y aura des panélistes de l'Argentine, Équateur, Sénégal. La campagne se ferme le 6 mars. Nous aurons un webinaire ce jour-là qui sera intitulé Vers un système fiscal féminin. C'est là où nous aurons la possibilité de voir le système mondial, la question de distribution fiscale, transparence fiscale, et donc, c'est très important d'essayer de rejoindre cette session pour voir comment amplifier nos voix. Et puis la campagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 6 demandes. Regardez notre média social pour participer. Il y a toutes les informations sur la campagne, les infographiques. Le 15 mars, nous aurons un événement de l'ONU, reconnaître le soin comme un droit humain. Cela nous aidera à amplifier le thème euh, de notre campagne. Nous allons montrer aussi ce que représente le soin comme un droit de l'homme. Cela aura lieu à 8h30. Euh, et cela dit, nous allons fermer le webinaire. Voilà ce que je voudrais vous dire. Si vous voulez aller rapidement, allez seul. Si vous voulez aller loin, vous devez aller avec les autres. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Bonjour.